Et si nous, humains, nous nous étions engagés volontairement dans cette grande aventure? Bonjour à tous. Eh oui, l'humanité s'est engagée il y a bien longtemps dans cette grande entreprise divine de spiritualisation de la matière. Et notre spécificité est que nous sommes collectivement des médiateurs entre les mondes spirituels, subtils, et les mondes formels, matériels. Tout cela est rendu possible par notre constitution. D'un côté, nous avons nos aspects formels, avec nos corps physiques, émotionnels et mentaux qui composent notre personnalité. Et de l'autre, sur un plan plus subtil, nous avons notre âme et notre esprit, relais des mondes spirituels. Cette aventure est avant tout une histoire de conscience, car c'est justement la conscience qui a le pouvoir de faire évoluer la matière. Symboliquement, cette gigantesque aventure humaine peut être représentée par la courbe d'involution et d'évolution. C'est cette courbe qui représente bien le cheminement de l'humanité, partant donc des mondes spirituels, donc en connexion plus profonde avec les mondes spirituels, avec cette notion d'unité, et qui va progressivement être plus en plus en lien avec cette conscience matérielle, qui là sera plus en lien avec la séparation, la division. Puis une fois donc enrichi de ces expériences, remontera vers l'unité et les mondes spirituels. Donc ce cheminement peut être représenté par 4 grandes étapes qui représentent 4 états de conscience fondamentales que l'humanité va traverser. En premier, il y a la conscience de dépendance ou la conscience de masse. C'est celle qu'on va voir pendant cette vidéo. La deuxième est la conscience individuelle. On peut dire que c'est la conscience la plus répandue à notre époque. Nous la verrons le mois prochain. Et dans une troisième vidéo, nous aborderons la conscience d'interdépendance et la conscience d'ensemble. Donc toute cette quête est parfois représentée par une allégorie. C'est celle du mineur qui doit descendre dans les profondeurs de la terre pour en extraire du charbon et le ramener jusqu'en pleine lumière. Tous ces efforts vont être pour lui l'occasion de se transformer et dans un effet miroir de transmuter son charbon en diamant. Le charbon, c'est du carbone pas très bien organisé dans sa structure moléculaire. Il est tendre dans une certaine mesure et opaque, ce qui ne lui permet pas de laisser passer la lumière à travers lui. Mais soumis à la pression, il évolue, se restructure au niveau moléculaire et finit par devenir diamant. Cette transmutation lui donne une solidité exceptionnelle et lui permet même de laisser passer la lumière en la magnifiant. Pour revenir à ces états de conscience, il représente pour l'humanité son passé, son présent et son futur, même s'ils sont tous toujours présents. Après cette approche symbolique et globale, voyons maintenant à quoi correspond la conscience de masse ou de dépendance. Cette conscience correspond au passé de l'humanité, quand les humains étaient encore connectés au monde spirituel, à leurs intuitions et à la télépathie. On parle de conscience de masse car à ce niveau de conscience, l'humain est noyé dans la masse. Il n'est pas vraiment encore individualisé. Et pour la dépendance, n'ayant pas encore développé son autonomie, il est dépendant du collectif. Il est aussi très dépendant de la nature et tributaire des aléas climatiques. Les rares représentants actuels de cet état de conscience sont les derniers propres premiers, encore disséminés en quelques lieux sur la planète, comme en Nouvelle-Guinée ou dans la forêt amazonienne. À ce niveau de conscience, le collectif, que ce soit le groupe, la tribu, le clan ou même la famille, est le point central de la vie. C'est le collectif qui assure la sécurité, même si elle reste relative. Cette mémoire reste encore ancrée chez beaucoup d'entre nous et parfois, elle s'exprime par une forme de conformisme social, tout ça pour ne pas être exclu du groupe. L'expérience de H en est une bonne illustration où l'on voit bien la difficulté d'aller à l'encontre du collectif, même quand nous savons avoir raison. En résumé, le cobaye se retrouve dans un groupe où tous les autres participants sont complices. L'exercice est très simple. Il y a 3 traits bien distinctifs, A, B et C, un court, un moyen et un long, et il faut reconnaître la longueur d'un nouveau trait proposé qui, lui, correspond forcément à l'un des 3. Chaque participant, pour signifier son choix, va se mettre dans la partie ABC prévue dans la pièce et chacun voit où les autres se mettent. Les premières propositions mettent tout le monde d'accord, mais au bout d'un moment ça dérape. Le trait montré est le plus court, le A, et tous les participants complices
vont aller vers le plus long, le C. Et là, le cobaye va vivre un dilemme, suivre le groupe ou affirmer ce qui lui semble évident. Et ce dilemme va se reproduire plusieurs fois. On observe lors de cette expérience qu'un nombre important de cobayes va préférer se conformer plutôt que de risquer l'exclusion du collectif. Je vous mets un lien dans la description donc, pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc, quant à certaines occasions, nous entendons que beaucoup de gens sont des moutons. En réalité, c'est juste un réflexe de survie ancestrale qui s'active. Et pour s'en libérer, afin d'éviter toute manipulation, il va falloir changer d'état de conscience. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. En conscience de masse ou de dépendance, donc l'humain est encore pleinement connecté à la nature, aux éléments et à ses cycles. Il ressent instinctivement sa connexion au tout et communique avec les esprits de la nature et le monde des Devas. Ce sont des consciences qui habitent les différents règnes de la nature, en passant par les minéraux, les plantes, les animaux et même des montagnes, des lacs ou des grottes. Avec cet état de conscience, l'humain ressent ses présences et sacralise même les lieux où elles habitent. Ces lieux portent des énergies fortes aux vertus guérisseuses ou enseignantes. C'est l'origine des religions animistes et du chamanisme. Ils sont aussi proches du monde des esprits et le contact avec les ancêtres est d'une grande importance. En conscience de masse ou de dépendance, ce qui est important, c'est de faire perdurer les traditions du passé jusque dans le présent. Si le point fondamental de cette conscience est que l'humain est conscient du tout, connecté à la nature, à contrario, il n'est pas vraiment conscient de lui. En conscience de masse, on ne choisit pas son métier, on perpétue la tradition familiale. Qu'on soit chef, guerrier, chasseur, agriculteur, artisan, ou même une fonction plus spirituelle comme chaman, druide ou guérisseur, tout cela dépend de la naissance. Et pour eux, ce n'est pas un problème. Ce qui est dur à concevoir pour nous qui voulons absolument faire nos choix librement. Ce qui est important une fois de plus, c'est de participer à la vie du collectif. Avec cet état de conscience, le mariage arrangé n'est pas non plus un problème. Étant donné qu'on n'est pas vraiment spécial, on n'a pas besoin d'une personne particulière. Ce qui compte, c'est ce qui va pouvoir être construit pour permettre de faire perdurer le clan, la famille ou tout simplement la vie. Et tout cela n'empêche pas pour autant le développement de sentiments au sein du couple. Mais l'essentiel est de s'épauler l'un l'autre. Aussi, l'habitat est collectif, souvent transgénérationnel, et l'intimité si importante à notre époque n'est pas vraiment de mise. Dans cet état de conscience, les possessions sont très réduites. Elles servent presque exclusivement la survie, protection, alimentation, vêtements, et la vie nomade est encore très répandue, donc pas de problème d'accumulation. L'économie, si l'on peut employer ce terme, prend la forme du troc. Les échanges sont basés sur la circulation et sont rythmés par la nature, ses cycles et par l'aspect périssable de toute chose. À quoi bon stocker? Pas de frigo, pas de congélateur, pas de banque et surtout, pas de certitude pour l'avenir. On peut imaginer que la durée de stockage la plus importante pour ces peuples premiers est moins d'1 an, entre la récolte du grain et sa plantation l'année suivante. La médecine, le soin dépend de la nature. Les chamans et les druides ou les guérisseurs communiquent avec les devas des plantes qui leur révèlent leurs fonctions thérapeutiques. Ou alors, ils peuvent se connecter aux ancêtres ou à certains esprits pour être en quelque sorte assistés dans leurs soins. Plusieurs études ont été faites, comme par exemple par l'université d'Harvard, où un ethnobotaniste a passé plusieurs décennies à étudier les pratiques chamaniques en Amazonie et aussi à documenter l'utilisation des plantes médicinales par les populations autochtones. En France, il y a entre autres Romuald Le Terrier qui a écrit sur ce sujet. Cet état de conscience est parfois à notre époque fantasmé, avec sa connexion à l'ensemble, sa dépendance matérielle très limitée et surtout sa plus grande connexion spirituelle. Certains imaginent qu'en retournant à cet état de conscience, le respect de la nature serait de nouveau une évidence. L'humanité pourrait enfin reprendre sa place au sein des différents règnes sur la planète. Mais ce que l'on oublie, c'est que cette connexion était instinctive et non pleinement consciente. Elle était entretenue par la dépendance de l'humanité à son environnement. En quelque sorte, il n'avait pas vraiment le choix.
La différence majeure aussi était que l'individualisation n'était pas encore faite, ce qui rendait la vie collective évidente, et même pendant longtemps, la seule façon de survivre. Des expériences récentes voulant retrouver ce genre de vie plus collective, plus circulaire, comme des éco-villages ou des lieux communautaires, ont été confrontées à de nombreuses difficultés. Et la plus grande sûrement, c'est l'ego bien développé de l'humain à notre époque. Il est difficile pour beaucoup d'entre nous de s'engager dans un collectif sans rechercher de bénéfices personnels au détriment des autres, même de façon inconsciente. Et dans la vie, il n'est jamais vraiment possible de faire marche arrière. Et c'est justement l'évolution de conscience de l'humanité qui permettra de découvrir, de façon là, ce coup-ci consciente, une manière de vivre respectueuse de l'ensemble et en accord avec les lois de la vie. Donc l'étape suivante pour l'humanité, après avoir vécu cet état de conscience de masse ou de dépendance, dans un mouvement d'émancipation, de développer la conscience individuelle et son autonomie. Nous approfondirons tout ça le mois prochain. Pour poursuivre, voyons maintenant comment cet état de conscience résonne encore à notre époque. Nous avons vu avec les dernières vidéos que tout se reproduit en fractal sur différents niveaux. Pour commencer, nous l'avons tous revécu pendant notre enfance, où nous étions forcément dépendants de nos parents ou de toute personne qui s'occupait de nous. Au niveau individuel, ça s'exprime chez des personnes qui ont des difficultés à s'autonomiser. Elles sont souvent dépendantes de leur famille, de leur communauté ou alors carrément de la société. Elles peuvent vivre dans des logements sans trop d'intimité, comme des squats ou des hébergements d'urgence. Un autre exemple est celui des camps de migrants, où ils se regroupent comme par exemple à Calais. Et ce qui est fou, c'est qu'ils sont partis de chez eux pour justement sortir de cette conscience de masse. Ils se sont coupés de leurs racines, de leur passé pour prendre leur avenir en main, au péril même de leur vie, mais restent encore bloqués momentanément dans cet état de conscience. C'est une étape sur leur chemin d'évolution et sur le développement de leur autonomie. On peut penser aussi à la vie communautaire dans certains quartiers où l'entraide, l'entre-soi est encore très important. Maintenant au niveau familial. Donc ça peut s'exprimer de différentes façons, comme quand l'on reproduit les mêmes schémas que nos aïeux ou que l'on fait le même travail depuis plusieurs générations, sans vraiment avoir d'autres choix possibles. La nouvelle génération doit absolument répondre aux attentes des parents qui ont eux-mêmes vécu la même chose avec les leurs. Au niveau du couple, ça peut s'exprimer quand il y a dépendance vis-à-vis de l'autre et que ça dure dans le temps. Et là, je ne parle pas forcément d'une dépendance toxique avec des abus, mais juste un état qui empêche d'être autonome affectivement et de se sentir bien seul avec soi-même. Au travail, ce pourrait être d'avoir un emploi où il n'y a pas de marge de manœuvre pour remplir sa tâche. Il faut obéir et toute créativité personnelle est interdite. En politique, ça pourrait être en lien avec tous les systèmes d'aide et de subventions qui soutiennent dans un premier temps, mais qui risquent de rendre dépendants. Comme par exemple pour les agriculteurs, avec la politique agricole commune européenne, ou le chômage dans certains cas. Mais parfois, ça ressemble même plutôt à de la manipulation. Comme lors de crise, avec la création d'aides spécifiques pour éviter toute rébellion et mouvements sociaux, pouvant mettre fin à certains privilèges, et puis qui pourraient amener donc plus de justice sociale. Et nous reviendrons sur cet aspect de manipulation un petit peu plus tard. Et au niveau de notre rapport à l'argent, ça s'exprime chez les personnes qui le dépensent au fur et à mesure qu'elles le gagnent ou qu'elles le perçoivent. Elles n'ont pas de moyens d'épargner. Et donc restent, en cas de problème, dans une certaine forme de dépendance vis-à-vis d'une aide extérieure. Ce qui est important donc de comprendre, c'est que ces états de conscience sont temporaires. Chacun, à sa manière, prépare au suivant. Ce temporaire est à la fois au cours de la même vie et sur plusieurs vies. Tout cela respecte différents cycles. Et c'est même valable pour les pays ou les sociétés. Par exemple, les pays que l'on appelait avant pays sous-développés ou en voie de développement étaient pour la plupart proches de cet état de conscience de masse ou de dépendance. Ils étaient même le plus souvent sous l'autorité ou dans une forme de dépendance vis-à-vis d'un pays colonisateur
ou soi-disant protecteurs. Et forcément, ça peut ne durer qu'un temps. D'où l'envie d'émancipation, comme par exemple pour l'Inde le siècle dernier vis-à-vis de l'Angleterre, ou de nos jours pour certains pays d'Afrique vis-à-vis de la France. Mais malheureusement, cet état de conscience de masse ou de dépendance est parfois entretenu artificiellement pour laisser des personnes ou des pays dans la dépendance et sous l'influence d'autres qui soi-disant les aident ou les sécurisent. Ce mécanisme rend possible des abus d'autorité. Car en conscience de dépendance ou de masse, la personne n'est pas encore sûre de ses choix, de ses opinions et même des valeurs qu'elle doit soutenir. C'est une autorité extérieure, donc normalement plus éclairée, qui doit lui donner la direction. Dans les temps reculés, c'était le chef du clan, de la tribu, aidé par le chaman, le druide ou encore le sorcier qui fixait le cap, la direction pour tout le groupe. À ce moment-là, il n'y avait pas d'autonomie de pensée. Et la mémoire donc de ce mode de fonctionnement est encore active. Ce qui fait perdurer cette soumission à des autorités extérieures qui sont représentées de nos jours par les politiques, nos nouveaux chefs, et par des instances religieuses ou par des nouveaux sachants, les scientifiques, comme si nous attendions encore un sauveur. Heureusement, beaucoup d'entre nous s'émancipent progressivement et recherchent de plus en plus leur direction à l'intérieur d'eux-mêmes, mais tout cela prend du temps et se fait par étapes. Une étude donc de psychologie sociale a bien démontré cette difficulté pour beaucoup d'aller à l'encontre de l'autorité. C'est l'expérience de Milgram et réalisée au début des années 60. Elle avait pour but d'étudier le comportement humain face à l'autorité et à la soumission à celle-ci. Elle consistait à tester la capacité des individus à obéir, même si cela impliquait d'infliger des souffrances à autrui. Le cobaye pensait participer à une expérience sur la mémoire. Pour résumer, il devait envoyer une décharge électrique à l'autre participant, qui était en réalité un acteur, à chacune de ses erreurs. Ces décharges augmentaient d'intensité au fur et à mesure de l'expérience, allant de 15 volts pour les premières jusqu'à 450 volts. À la fin, ces décharges finissaient par être très douloureuses et même potentiellement mortelles. Ce qui est fou, c'est qu'entre la soumission à l'autorité et la déresponsabilisation, 65% des cobayes sont allés jusqu'à l'intensité maximale. Et là, je vous mets aussi un lien dans la description pour ceux que ça intéresse de voir un petit peu cette expérience de plus près. Et de nos jours alors, il semblerait que de nombreuses personnes sont encore prêtes à faire la guerre, à tuer des inconnus pour répondre aux attentes de chefs d'État ou de chefs religieux. Et tout cela sans pour autant chercher à discerner les réels objectifs, les réelles intentions derrière toutes ces actions. Il semble vraiment temps pour nous donc, de sortir de toutes ces manipulations et de développer notre discernement personnel, au-delà de tout endoctrinement politique, religieux, sociétal et pourquoi pas même familial. Donc pour finir, résumons les effets donc, de cette conscience de masse ou de dépendance. Avec cet état de conscience, l'humain est instinctivement connecté au tout. Sa représentation du monde est systémique. Tout est interconnecté, les mondes matériels et les mondes spirituels. Mais cette connexion est possible du fait qu'il n'est pas encore individualisé ni spécifié. Et c'est justement cette individualisation qu'il va falloir développer pour devenir autonome, aussi bien physiquement qu'au niveau émotionnel et même au niveau mental, avec le développement de nos capacités de réflexion et de discernement. C'est la clé indispensable pour ne plus être soumis à de fausses autorités. À partir de là, donc l'humain se met pleinement en route vers la conscience individuelle et pour cela, il va devoir se couper momentanément du passé, du collectif et apprendre à compter exclusivement sur lui. Donc nous verrons tout cela avec la prochaine vidéo dont le thème sera « Chacun pour soi ». Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo et donc on se retrouve le mois prochain. Merci et à bientôt.